L'appartement lyonnais baigne dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi de septembre. Marie contemple les 25 bougies qui dansent doucement sur son gâteau d'anniversaire. Leurs flammes vacillent comme ses espoirs, fragiles dans le courant d'air. L'odeur de la cire mélangée au parfum vanillé du gâteau éveille des souvenirs tendres. Les anniversaires d'autrefois, quand elle était petite et que sa mère Sylvie lui souriait encore avec affection. « Tu vas enfin faire quelque chose de ta vie ?» La voix tranchante de Léa, sa sœur cadette, brise cette nostalgie. Parce que franchement, à ton âge, le cœur de Marie se serre. 25 ans, employée dans un centre d'appel de la Pardieu. 1 000 € par mois, un salaire modeste mais honnête. Elle vit encore chez sa mère, économisant chaque euro. « Regarde-toi donc », insiste Léa en détaillant sa tenue avec dédain. « Tu ressembles à un chiffon. » Ces mots cruels atteignent Marie en plein cœur. Elle baisse les yeux vers sa robe de coton, certes un peu froissée mais propre. Sa préférée, achetée dans une petite boutique de la Croix-Rousse. D'un geste violent, Léa saisit les vêtements de Marie qui sèchent près de la fenêtre. Le pull en laine tricoté avec soin, la jupe noire élégante, le chemisier blanc immaculé, tous finissent brutalement dans la poubelle. « Léa, je t'en prie, arrête », murmure Marie, les larmes aux yeux. « Elle n'a pas tort », ajoute leur mère Sylvie sans même lever les yeux de son café. Sa voix porte cette froideur que Marie connaît douloureusement. « Tu négliges vraiment ton apparence, ma fille. » Madame Moreau et Monsieur Petit, les voisins invités, détournent le regard avec embarras. Le silence qui suit pèse comme un plomb. Marie se lève avec dignité et récupère délicatement ses affaires froissées. Un morceau de tissu de sa robe reste accroché au rebord. Elle le glisse précieusement dans sa poche. Cette nuit-là, quand le calme retrouve enfin l'appartement, Marie s'installe devant son ordinateur. Ses doigts photographient chaque vêtement abîmé. Clic, clic, clic. Chaque image capture sa douleur. Puis elle accède au compte bancaire familial. 3 000 € d'épargne vacances. Pour la famille, répétait sa mère. Marie comprend qu'elle ne fait plus partie de cette famille. Le virement s'effectue dans un silence déterminé. Dans sa poche, le tissu déchiré lui murmure sa promesse. « Plus jamais chiffon », chuchote-t-elle dans l'obscurité. 6 heures du matin. Le réveil résonne dans l'appartement silencieux. Marie l'éteint d'un geste délicat et contemple sa famille endormie. Sylvie et Léa ignorent que cette journée changera tout à jamais. Son petit sac l'attend, préparé avec soin. Vêtements de rechange, papier d'identité, téléphone et le précieux morceau de tissu. Chaque objet choisi comme un trésor pour sa nouvelle existence. Dans la cuisine matinale, elle prépare un dernier café. L'arôme familier évoque les petits déjeuners d'enfance, quand sa mère lui tartinait des biscottes avec tendresse. Ces souvenirs doux amers lui serrent le cœur. À 8 heures précises, elle sort avec les clés de la Peugeot 207. Le soleil lyonnais caresse les façades, et Marie respire profondément l'air frais de septembre. Ses mains tremblent légèrement sur le volant. Direction Valence, choisie au hasard sur la carte routière. Suffisamment loin pour renaître, suffisamment proche pour ne pas se perdre complètement. Les premiers kilomètres défilent dans un mélange troublant d'euphorie et d'angoisse. À la radio, Françoise Hardy chante « Il vaut mieux une petite maison dans la main qu'un grand château en Espagne ». Ces paroles résonnent étrangement. Marie quitte son château familial pour l'incertitude absolue. 9 heures. Son téléphone explose. Sylvie a découvert la disparition. Les appels s'enchaînent. Mère furieuse, sœur paniquée, puis à nouveau mère désespérée. L'écran clignote sans relâche. Marie observe cette frénésie sans décrocher. Chaque vibration confirme sa décision. Au péage de Vienne, son sang se glace. Un contrôle de police routière. Son cœur s'emballe violemment. Et si sa mère avait déjà signalé le vol? La panique la submerge brutalement. Elle sort à la première aire d'autoroute et abandonne la voiture, les jambes flageolantes. Ses mains tremblent si fort qu'elle peine à saisir son sac. Le car vers Valence traverse des paysages provençaux dorés par l'automne. Les vignobles s'étendent majestueusement, contrastant avec le chaos de son esprit tourmenté. À la gare, nouveau changement. Direction Montpellier. L'anonymat d'une grande ville méditerranéenne l'attire soudainement. Dans le train, près de la fenêtre, elle consulte enfin son téléphone. 43 appels manqués. 17 messages vocaux accumulés.
Elle en écoute quelques-uns. D'abord la colère maternelle. « Reviens immédiatement. Tu ne peux pas nous abandonner. » Puis l'inquiétude feinte. « Ma chérie, nous nous faisons du souci. » Enfin, les menaces glaciales. « Si tu ne rentres pas, j'appelle la police. Tu as volé notre argent, Marie. » D'un geste lâme et libérateur, elle efface tout. Dans sa poche, le tissu déchiré lui rappelle sa détermination inébranlable. Le train berce doucement ses pensées vers l'avenir. Pour la première fois depuis des années, Marie goûte à une liberté vertigineuse. Terrifiante, mais enivrante. Montpellier l'accueille sous un soleil généreux. L'air méditerranéen porte des parfums d'eucalyptus et de lavande sauvage. Une nouvelle existence l'attend dans cette cité inconnue. Son compte bancaire affiche 2 847 €. De quoi survivre quelques mois en économisant chaque centime. Marie ajuste son sac et marche vers la sortie ensoleillée. Derrière elle, son ancienne vie s'évanouit comme un cauchemar. Première étape accomplie, murmure-t-elle en savourant l'air montpelliérain. Montpellier accueille Marie avec sa douceur méditerranéenne, mais la réalité la rattrape cruellement. Après 2 nuits dans un Formule 1 à 60 €, elle réalise. Son argent s'évapore. 3e jour. Elle arpente le centre-ville, le cœur battant. Les vitrines d'agences immobilières affichent des prix vertigineux. 500, 600, 800 € pour de simples studios. Pour un studio, il faut justifier de revenus 3 fois supérieurs au loyer, annonce une agente aux cheveux blonds impeccables. Vos bulletins de salaire récents ? Marie baisse les yeux, embarrassée. Comment expliquer sa fuite ? Son absence de garantie ? Je cherche quelque chose de temporaire, balbutie-t-elle. L'agente la juge froidement. Nous ne traitons que des locations classiques. Essayez Internet. De retour dans sa chambre d'hôtel, Marie consulte frénétiquement les annonces en ligne. Tout exige caution, revenus stables, références d'anciens propriétaires. Exactement ce qu'elle n'a pas. Son téléphone affiche maintenant 70 appels manqués. Sa famille la traque sans relâche. Chaque vibration lui rappelle qu'elle ne peut plus reculer. Dans une boulangerie du quartier Antigone, le miracle. Une petite annonce manuscrite, chambre chez l'habitant, 300 €, paiement d'avance, Madame Martin. Marguerite Martin, 68 ans, cheveux gris impeccables, habite un pavillon coquet dans les Cévennes. Veuve depuis 3 ans, elle lutte contre la solitude et les fins de mois difficiles. Ma retraite ne suffit plus, confie-t-elle en montrant une chambre sous les toits. Une locataire m'aiderait beaucoup. 10 mètres carrés simples mais chaleureux, lit une place, armoire en pin, bureau face au jardin fleuri. Marie imagine déjà ses affaires dans cet espace protecteur. Je peux payer 3 mois d'avance, propose-t-elle, espérant compenser ses faiblesses administratives. Madame Martin l'observe attentivement. Vous semblez bien jeune pour être seule ici. Vous fuyez quelque chose ? La question directe déstabilise Marie. Elle hésite, puis choisit une vérité partielle. Des difficultés familiales graves. J'ai besoin de distance. Nous en avons tous connu, répond simplement la vieille dame. Sans problème chez moi, nous nous entendrons parfaitement. Le soir même, Marie s'installe dans son nouveau refuge. Elle range ses vêtements dans l'armoire et pose précieusement le morceau de tissu sur le bureau, talisman de son courage retrouvé. Depuis sa fenêtre, elle contemple le jardin où dansent des rosiers encore fleuris. Leurs pétales roses et blancs virevoltent dans la brise méditerranéenne, symbole de beauté persistante malgré l'automne. Pour la première fois depuis son départ, elle se sent chez elle quelque part. Ce n'est qu'une chambrette, mais c'est son espace, son sanctuaire, sa première victoire sur l'indépendance. Elle photographie le tissu éclairé par la lumière dorée du couchant. Cette image capture parfaitement sa transition. Fragile mais déterminée, blessée mais debout. Le lendemain, réalité brutale, chercher du travail. Les centres d'appel montpelliérains recrutent, mais exigent des références d'anciens employeurs. Impossible sans révéler sa localisation à sa famille. Elle se tourne vers l'impensable, femme de ménage, vendeuse, réceptionniste. Des métiers qu'elle n'aurait jamais envisagés à Lyon, désormais sa seule planche de salut. Dans un café près de la gare, elle remplit sa première candidature pour nettoyer une résidence étudiante. Ses mains tremblent légèrement en signant ce formulaire qui symbolise sa chute sociale, mais aussi sa liberté naissante. Première candidature de ma nouvelle existence.
murmure-t-elle en glissant l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Un pas de plus vers son émancipation, même au prix de sa fierté. 3 semaines ont passé depuis l'installation chez Madame Martin. Marie a postulé partout. Magasin, restaurant, bureau, résidence. Aucune réponse. Son compte bancaire affiche maintenant 1847 €. La panique commence à s'installer. Ce matin-là, son téléphone vibre violemment. Numéro inconnu. Marie Dubois ? Une voix masculine, officielle. Commissariat de Montpellier. Votre mère a déposé une plainte pour vol. Vous devez vous présenter sous 48 heures. Le combiné lui échappe des mains. Marie s'effondre sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Sa mère a franchi le cap. Plus de retour en arrière possible. Elle compose frénétiquement le numéro de sa banque. « Je voudrais justifier la provenance de mes 3000 €, dit-elle d'une voix tremblante. Ces fonds proviennent d'un compte joint, mademoiselle. Techniquement légal si vous êtes cotitulaire. Un soulagement immense. Elle n'est pas une voleuse aux yeux de la loi. Mais 2 jours plus tard, nouveau coup de massue. Son ancien employeur l'appelle. « Marie, votre mère nous a contactés. Elle prétend que vous avez des problèmes psychologiques et que vous avez volé sa voiture. Nous devons malheureusement résilier votre contrat. Licencié, son dernier lien avec la normalité vient de se briser. Madame Martin remarque son désarroi au dîner. « Ma petite, vous semblez bien tourmentée ces derniers jours. » Marie craque enfin. Les larmes coulent sans retenue. « Ma famille me fait passer pour folle. Ils ont détruit ma réputation, mon emploi, tout. » La vieille dame pose une main réconfortante sur son épaule. « J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma belle famille, il y a 40 ans. Parfois, les familles peuvent être nos pires ennemis. » Cette confidence inattendue touche Marie profondément. Madame Martin comprend sa douleur sans la juger. « Que dois-je faire ?» sanglote-t-elle. « Survivre d'abord. Le reste viendra après. » Le lendemain, Marie accepte l'inacceptable. Faire du ménage aux blagues dans les bureaux, la nuit. 15 € de l'heure, payé cash, aucune question posée. De 22h à 4h du matin, elle nettoie des bureaux d'avocats dans le centre-ville. Aspirateur, serpillière, poubelle, sanitaire. Un travail qu'elle n'aurait jamais imaginé faire il y a 1 mois. Ses mains, autrefois douces, deviennent rugueuses. Ses ongles se cassent. Son dos la fait souffrir. Chaque soir, elle photographie ses mains abîmées avec son téléphone. Sans savoir pourquoi, elle documente cette déchéance. Un soir, elle croise son reflet dans la glace des toilettes de bureau. Cheveux ternes, cernes marquées, vêtements usés. Elle ne se reconnaît plus. « Tu ressembles vraiment à un chiffon maintenant », murmure-t-elle à son reflet. Mais quelque chose de nouveau brille dans ses yeux. Une détermination farouche. Elle tient le morceau de tissu de sa robe, maintenant froissé par tant de manipulations. Dans le bureau silencieux, elle étale ses photos sur un bureau d'avocat. Ses mains au fil des semaines, douces, puis abîmées, puis calleuses, puis fortes. Une évolution saisissante. Pour la première fois, elle voit de la beauté dans sa déchéance. Ses mains racontent une histoire de courage, de survie, de renaissance. Elle photographie cette composition improvisée sous la lumière blanche du bureau. L'image la bouleverse. Ses mains deviennent œuvres d'art. « Je ne documente pas ma chute », réalise-t-elle soudain. « Je capture ma résurrection. » Le tissu dans sa poche lui rappelle d'où elle vient. Ses photos lui montrent où elle va, vers quelqu'un de plus fort. À 4h du matin, en quittant les bureaux, Marie regarde Montpellier endormi. La ville commence à lui appartenir. Chaque rue nettoyée, chaque bureau astiqué, la rend un peu plus libre. Son téléphone affiche maintenant 120 appels manqués de sa famille. Elle ne les compte même plus. Dans sa poche, le tissu usé lui chuchote sa promesse tenue. Elle n'est plus un chiffon qu'on jette. Elle devient une femme qui se reconstruit, fibre après fibre. Encore un pas, souffle-t-elle dans l'aube naissante. 2 mois ont passé depuis le début de son travail nocturne. Marie a trouvé un rythme de survie. Ménage la nuit, recherche d'emploi le jour, repos l'après-midi. Ses économies fondent dangereusement. 1247 € restants. Ce matin-là, en sortant d'un entretien raté dans une boutique de vêtements, elle remarque une affiche sur un panneau municipal. Centre médico-psychologique, consultation gratuite.
soutien aux personnes en difficulté. Quelque chose en elle se rebelle. Elle n'est pas folle, mais l'épuisement l'emporte sur l'orgueil. Elle note l'adresse. Le CMP de Montpellier ressemble à tous les bâtiments administratifs. Béton gris, couloir sans âme, odeur de désinfectant. L'accueil déborde de personnes au visage fatigué. Première consultation dans 3 semaines, annonce l'employé sans lever les yeux. Urgence psychiatrique ? Non, enfin, je ne sais pas, balbutie Marie. Alors 3 semaines. Suivant, en repartant, découragée, Marie croise une femme d'une 50aine d'années aux cheveux bouclés qui distribue des flyers devant le centre. « Excusez-moi », dit doucement la femme. « Je vous ai vu sortir de là-dedans. Vous semblez avoir besoin d'aide plus rapidement. » Elle tend un prospectus. Association Nouvelle Aube, accompagnement des femmes en reconstruction, permanence tous les mardis. Marie examine le papier avec méfiance. C'est quoi exactement ? Un endroit où les femmes qui recommencent leur vie peuvent se retrouver, s'entraider, partager leurs expériences. Sans jugement. Je ne suis pas une victime, se défend Marie instinctivement. La femme sourit avec bienveillance. Moi non plus. Je m'appelle Sabine. Il y a 5 ans, j'ai quitté mon mari qui me manipulait depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes à retrouver leur force. Ces mots résonnent étrangement dans l'esprit de Marie. Manipulation. Elle n'avait jamais pensé à sa famille en ces termes. Le mardi suivant, Marie pousse timidement la porte d'un local associatif rue de la Loge. Une dizaine de femmes de tous âges sont assises en cercle, un thé à la main. « Bonjour, je suis Marie », dit-elle simplement. « Bienvenue Marie », répondent-elles en chœur. Sabine anime la séance avec une douceur ferme. Aujourd'hui, nous parlons des mécanismes de contrôle familial. Qui veut témoigner ? Une femme de 35 ans, Amélie, prend la parole. Mon ex-mari me répétait que j'étais nulle, que personne ne m'aimerait jamais. Au bout de 10 ans, j'y croyais. Une autre, Fatou, enchaîne. Ma famille me culpabilisait sans arrêt. Tu nous déçois. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'es qu'une égoïste. Je pensais être une mauvaise fille. Marie sent son cœur s'emballer. Ces témoignages font écho à sa propre histoire. Les « tu ressembles à un chiffon », les « tu négliges ton apparence », les « elle n'a pas tort ». Et vous, Marie ? Demande gentiment Sabine. La gorge nouée, Marie raconte. Ses 25 ans d'invisibilité, l'humiliation publique, la fuite, la traque familiale, sa culpabilité permanente. Ma sœur m'a dit que je ressemblais à un chiffon. Ma mère a approuvé. Depuis, je porte ce morceau de tissu dans ma poche. Elle sort le petit bout d'étoffe usé. Les femmes l'observent avec émotion. « Vous savez ce que c'est ?» demande Sabine. « C'est votre preuve de résistance. Vous avez gardé ce tissu non pas comme un symbole de honte, mais comme un rappel de votre courage. » Ces mots frappent Marie comme une révélation. Elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle. « Mais j'ai volé l'argent de ma famille », confesse-t-elle, honteuse. « Vous avez pris ce qui vous appartenait légalement », corrige Amélie. « Combien d'années avez-vous cotisé à cette famille ? Combien de services rendus ? C'était votre salaire en retard. » Fatou ajoute. « Moi, quand j'ai quitté mes parents, ils m'ont dit que j'étais une ingrate. Maintenant je sais, partir n'est pas de l'ingratitude, c'est de la survie. » Pour la première fois depuis des mois, Marie ne se sent plus seule. Ces femmes comprennent sa douleur, ses doutes, sa culpabilité. En fin de séance, Sabine lui remet une brochure. Atelier créatif le jeudi, expression artistique et reconstruction personnelle. « Je ne suis pas artiste », proteste Marie. « Vous photographiez vos mains depuis des semaines », observe finement Sabine. « C'est déjà de l'art. » Comment sait-elle ? Marie réalise qu'elle a inconsciemment montré quelques photos sur son téléphone pendant la séance. En rentrant chez Madame Martin ce soir-là, Marie se regarde dans le miroir de sa chambrette. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voit plus un chiffon froissé. Elle voit une femme courageuse qui a osé partir, qui survit seule, qui aide d'autres femmes par son témoignage. Dans sa poche, le tissu lui murmure une nouvelle promesse. « Tu n'es plus seule. » Jeudi après-midi. Marie pousse la porte de l'atelier créatif avec appréhension. Une ancienne maison transformée en centre culturel, murs blancs décorés de créations colorées. L'odeur de peinture et de colle mélangée flotte dans l'air.
Sabine l'accueille avec chaleur. « Marie, j'espérais vous voir. Venez, je vais vous présenter notre groupe. » 8 femmes s'affairent autour de tables couvertes de matériel artistique. Peinture, tissus, appareils photo, carnets de croquis. L'atmosphère détendue contraste avec la gravité des témoignages du mardi. « Ici, nous transformons nos blessures en beauté », explique Sabine. Chacune trouve son moyen d'expression. Elle guide Marie vers une table où s'étalent de vieux appareils photo. « Fatou m'a dit que vous documentiez votre parcours. Aimeriez-vous apprendre la photographie argentique ?» Marie caresse un vieil appareil Pentax, fascinée par sa mécanique précise. « Je n'ai jamais utilisé que mon téléphone. » Justement, l'argentique oblige à réfléchir avant de déclencher. Chaque photo compte. Pendant 2 heures, Marie apprend les bases, cadrage, lumière, profondeur de champ. Ses premières prises sont maladroites, mais quelque chose s'éveille en elle. Une passion naissante pour capturer l'instant. En fin d'atelier, Sabine la prend à part. « Marie, je dois vous dire quelque chose d'important. Votre mère a appelé l'association hier. » Le sang de Marie se glace. Comment a-t-elle ? Elle se faisait passer pour une assistante sociale, cherchait des informations sur votre état mental. Bien sûr, nous n'avons rien dit, mais elle vous traque activement. La terreur envahit Marie. Elle va me retrouver. Écoutez-moi bien, dit fermement Sabine. Cette femme emploie des techniques de manipulation avancées. Usurpation d'identité, chantage émotionnel, sabotage professionnel, c'est du harcèlement psychologique caractérisé. Ces mots frappent Marie comme une gifle libératrice. Enfin, quelqu'un nomme ce qu'elle a subi. Votre famille vous a conditionné à vous sentir coupable de vouloir exister, continue Sabine. Mais vous n'êtes pas responsable de leur toxicité. Ce soir-là, chez Madame Martin, Marie ne trouve pas le sommeil. Les révélations de Sabine bouleversent sa vision des choses. Manipulation, conditionnement, toxicité familiale. Elle sort son ordinateur portable et tape. Violence psychologique, familiale. Les résultats la stupéfient. Des témoignages identiques aux siens, des analyses psychologiques détaillées, des forums d'entraide. Elle découvre des termes qui décrivent parfaitement son vécu. Dévalorisation systématique, isolement progressif, chantage affectif, triangulation toxique. Sa famille appliquait un schéma classique. À 2 heures du matin, elle rédige sa première lettre à sa mère. Pas pour se réconcilier, mais pour poser ses limites. Maman, je ne suis pas folle. Je ne suis pas une voleuse. Je suis une femme de 25 ans qui a choisi de vivre sa vie loin de vos humiliations constantes. Vous m'avez conditionnée à croire que je ne valais rien. Pendant 25 ans, j'ai accepté vos critiques, vos mépris, vos chantages. Plus jamais. Je ne reviendrai pas. L'argent que j'ai pris était légalement mien. Cessez de me harceler, cessez de me faire passer pour déséquilibrée. Si vous voulez réparer notre relation un jour, commencez par reconnaître vos torts. Sinon, laissez-moi en paix. Marie. Elle relit plusieurs fois avant d'envoyer. Ces mots, qu'elle n'aurait jamais osé prononcer avant, lui donnent une force nouvelle. La réponse arrive dès le lendemain matin. Un message vocal de Léa, en pleurs. Marie, maman a lu ta lettre. Elle s'est effondrée. Elle dit qu'elle t'a peut-être mal parlé, mais qu'elle t'aime. Papa pense que tu devrais rentrer pour qu'on discute tous ensemble. S'il te plaît, appelle-moi. Marie écoute le message 3 fois. Les mêmes techniques. Culpabilisation, elle s'est effondrée. Minimisation, peut-être mal parlé. Fausse réconciliation, elle t'aime. Pression familiale, papa pense. Pour la première fois, elle voit clair dans leur stratégie. Elle rappelle Léa, le cœur battant mais la voix ferme. Léa, j'ai appris à reconnaître la manipulation. Si maman veut vraiment réparer, qu'elle entame une thérapie pour comprendre ses comportements toxiques. Sinon, c'est fini entre nous. Mais Marie, non, Léa, c'est ma condition. Au revoir. Elle raccroche, les mains tremblantes mais l'esprit clair. Dans sa poche, le morceau de tissu ne représente plus sa honte. Il symbolise sa métamorphose, de chiffon manipulé à femme libre et consciente. Ce soir-là, elle photographie le tissu posé sur sa lettre envoyée. L'image capture parfaitement sa révolution intérieure. Plus jamais victime, murmure-t-elle dans la pénombre de sa chambre. 6 mois après sa fuite,
Marie a trouvé son équilibre précaire. Le travail de nuit lui rapporte 800 € mensuels, juste assez pour payer sa chambre et survivre. Mais surtout, elle a trouvé sa passion, la photographie. Chaque jeudi, elle perfectionne sa technique à l'atelier. Ses clichés gagnent en force et en sensibilité. Elle photographie ses compagnes de l'association, captant leur vulnérabilité et leur courage mêlés. « Vous avez l'œil », lui dit Sabine en examinant ses derniers tirages. « Ces portraits racontent des histoires profondes. » Marie rougit de plaisir. Depuis quand n'avait-elle pas reçu de compliments sincères? Ce matin-là, une surprise l'attend chez Madame Martin. Un courrier officiel avec l'entête de la mairie, invitation à exposer dans le cadre de la semaine de la solidarité féminine. « Comment ont-ils eu mon nom ?» s'étonne Marie. Madame Martin sourit mystérieusement. « J'ai peut-être parlé de votre talent à ma voisine, qui travaille au service culturel. Cette femme discrète veille sur elle depuis des mois. » Marie sent son cœur se réchauffer. Quelqu'un croit en elle. L'exposition aura lieu dans 15 jours à la Maison des Associations. Marie dispose d'un panneau de 2 mètres pour présenter son travail. 15 jours pour sélectionner ses meilleures photos. Elle passe ses soirées à trier ses clichés dans sa chambrette. Ses mains au fil des mois, les visages de l'association, les rues de Montpellier à l'aube. Un parcours photographique de sa reconstruction. Le thème lui vient naturellement, de l'ombre à la lumière. 12 photos qui racontent sa métamorphose et celle de ses compagnes. La photo centrale la bouleverse, le morceau de tissu de sa robe, photographié dans différentes lumières, d'abord sombre et froissée, puis progressivement éclairée, jusqu'à révéler sa texture délicate. Une métaphore parfaite. « Vous comptez l'intituler comment ?» demande Fatou en découvrant l'accrochage pendant les préparatifs. « Chiffon », répond Marie sans hésiter. Le mot qui m'a détruite devient celui qui me sauve. Le vernissage attire une 50aine de personnes. Marie, vêtue d'une robe simple achetée aux Emmaüs mais portée avec dignité, accueille les visiteurs en tremblant. Une dame âgée s'arrête longuement devant ses photos. Ses mains, elles racontent toute une vie. C'est saisissant. Un jeune homme photographie les portraits avec son téléphone. « Je peux partager sur Instagram ? C'est magnifique. » Marie n'en revient pas. Ces photos touchent vraiment les gens. Le moment le plus émouvant survient quand Amélie s'approche. Les larmes aux yeux. « Marie, vous m'avez photographiée il y a 3 mois, quand j'étais encore brisée. Regardez maintenant. » Elle désigne son portrait. Malgré les cicatrices visibles, une force nouvelle brille dans son regard. « Vous avez capturé ma renaissance avant même que je la réalise, » murmure Amélie. En fin de soirée, une surprise de taille, 3 personnes souhaitent acheter des tirages, 50 € chacun. Marie n'avait jamais imaginé gagner de l'argent avec sa passion. De retour chez Madame Martin, elle trouve un message sur son téléphone. Un numéro lyonnais qu'elle ne reconnaît pas. « Marie, c'est Thomas, ton ancien collègue du centre d'appel. J'ai vu tes photos sur Facebook, quelqu'un les a partagées. C'est incroyable, tu as un talent fou. Toute l'équipe est impressionnée. Ta mère nous avait dit que tu étais... Enfin, bref, on voit bien que tu vas très bien. Bravo. » Marie raccroche, le cœur battant. Ces photos circulent sur les réseaux. Sa famille va forcément les voir. Cette nuit-là, elle contemple le morceau de tissu posé sur son bureau. Dans la pénombre, il ne ressemble plus à un chiffon usé. Éclairé par la lune, il révèle des reflets soyeux, presque précieux. « Tu avais raison, Léa, » murmure-t-elle. « Je ressemblais à un chiffon. Mais regarde maintenant. » Elle sort son appareil photo et capture cette vision nocturne. Le tissu transformé par la lumière lunaire semble danser, vivant et beau. Sur son téléphone, un nouveau message. « Sabine, félicitations pour votre exposition. Le journal local veut faire un article sur vous. Êtes-vous prête ?» Marie sourit dans l'obscurité. Prête, elle a survécu 6 mois seule, découvert sa passion, aidé d'autres femmes par son témoignage. Elle a transformé sa honte en force. Plus que prête, tape-t-elle en réponse. Dans sa poche, le tissu ne lui rappelle plus sa chute. Il célèbre sa renaissance. De chiffon jeté à artiste reconnu, de fille invisible à femme libre. La métamorphose est complète. L'article du journal local paraît un jeudi matin. Marie, 25 ans, de la précarité à l'art photographique.
Sa photo souriante accompagne l'interview où elle raconte son parcours de reconstruction sans jamais nommer sa famille. À 14h, Madame Martin frappe à sa porte, visiblement émue. « Marie, il y a quelqu'un pour vous. Votre sœur. » Le cœur de Marie s'arrête. Léa est là, dans le salon, amaigrie, les yeux cernés, visiblement bouleversée. Elle tient le journal dans ses mains tremblantes. « Salut Marie, » dit-elle d'une voix brisée. « Comment tu m'as trouvée ?» L'article. J'ai appelé le journal, puis l'association. Sabine a fini par me donner ton adresse. Sabine. Marie se sent trahie. Puis elle comprend. Sa sœur a dû employer ses talents de manipulation. « Pourquoi tu es venue ?» demande Marie, sur ses gardes. Léa éclate en sanglots. « Parce que tout s'effondre à la maison. Maman fait une dépression depuis ton départ. Elle ne sort plus, ne mange plus. Papa est parti vivre chez grand-mère. Je porte tout sur mes épaules. Les mêmes techniques. Culpabilisation, chantage émotionnel, responsabilisation forcée. Mais cette fois, Marie les reconnaît. « Et alors ?» répond-elle froidement. Léa la regarde, choquée. « Comment ça, et alors ? C'est ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner. Comme vous m'avez abandonnée pendant 25 ans. Mais on t'aimait. On voulait juste que tu progresses. » Marie sort son téléphone et montre une photo. Ses mains abîmées par le ménage, prises il y a 4 mois. « Tu vois ça ? C'est ce que j'ai vécu pendant que maman faisait sa dépression. J'ai nettoyé des bureaux toute la nuit pour survivre. Mes mains saignaient. Où étiez-vous » Léa fixe la photo, bouleversée. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir. Vous préfériez me faire passer pour folle plutôt que de reconnaître vos torts. Marie, s'il te plaît. Léa tend une main suppliante. Reviens à la maison. On peut tout réparer. Non. La violence de sa propre voix surprend Marie. Je ne reviendrai jamais dans cette prison. Elle sort le morceau de tissu de sa poche et le brandit devant Léa. Tu te souviens ? Tu ressembles à un chiffon. Tu as jeté mes affaires à la poubelle devant les voisins. Léa devient blême. Marie, j'étais en colère. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas ? Pendant 25 ans, vous ne pensiez jamais. Vous me démolissiez systématiquement. Marie montre maintenant une de ses photos de l'exposition. Son autoportrait confiant, rayonnant. Regarde qui je suis devenue sans vous. Regarde cette femme libre, talentueuse, respectée. J'ai des amis qui me comprennent, un talent reconnu, une vie qui m'appartient. Léa compare les 2 images. Marie brisée d'avant, Marie épanouie d'aujourd'hui. Le contraste est saisissant. Tu es vraiment différente, admet-elle dans un souffle. Enfin, tu commences à voir. Léa s'effondre sur le canapé de Madame Martin. Qu'est-ce qu'on est devenu ? Comment on en est arrivé là ? Pour la première fois, Marie entend de la sincérité dans sa voix. Pas de manipulation, juste une détresse authentique. Léa, regarde-toi. Tu es épuisée, stressée, malheureuse. Tu crois que c'est normal ? Mais c'est ma famille. Une famille qui détruit, ce n'est plus une famille. C'est une secte. Ces mots frappent Léa comme une révélation. Elle pleure maintenant sans retenue. « Aide-moi », sanglote-t-elle. Je ne sais plus qui je suis. Le cœur de Marie se serre. Sa sœur souffre aussi, mais différemment. Elle est restée dans le système toxique et en paie le prix. « Je peux t'aider », dit-elle en s'asseyant près d'elle. Mais à une condition, que maman accepte de suivre une thérapie, une vraie, pour comprendre ses comportements destructeurs. Elle ne voudra jamais. Alors tant pis pour elle. Mais toi, tu peux t'en sortir. Marie lui tend une carte de l'association. Sabine aide aussi les familles de victimes. Tu n'es pas obligé de reproduire le schéma de maman. Léa regarde la carte comme une bouée de sauvetage. Tu m'accepterais dans ton nouveau monde ? Si tu fais le travail sur toi-même, oui. Mais je ne reviendrai jamais en arrière. Elle reste silencieuse un long moment. Puis Léa prend une décision qui bouleverse Marie. J'ai quelque chose à te rendre. Elle sort de son sac une petite boîte. À l'intérieur, tous les morceaux de tissu des vêtements déchirés ce fameux soir, soigneusement conservés. Pourquoi tu as gardé ça ? S'étonne Marie. Parce que dès le lendemain, j'ai regretté. Ces tissus me rappelaient à ma méchanceté. Je voulais te les rendre depuis 6 mois.
Marie contemple ces fragments de sa vie passée. Ils ne lui font plus mal. Au contraire, ils témoignent de son chemin parcouru. « Garde-les », dit-elle en refermant la boîte, « pour te souvenir qu'on peut réparer ce qu'on a cassé, si on a le courage de regarder ses erreurs en face. » Léa repart vers Lyon avec l'adresse de l'association et la promesse de commencer un travail sur elle-même. Ce soir-là, Marie photographie le tissu une dernière fois. Mais cette fois, elle le dispose à côté de la boîte de fragments, sous une lumière douce. L'image capture parfaitement sa révolution. Le passé assumé, le présent maîtrisé, l'avenir ouvert. « Merci, Léa, » murmure-t-elle. « Tu viens de libérer mon dernier fantôme. » 1 an après sa fuite, Marie contemple son petit studio dans le quartier des Beaux-Arts, qu'elle a pu louer grâce aux ventes de ses photographies. Fini la chambrette chez Madame Martin, devenue une amie précieuse qui vient prendre le thé chaque dimanche. Son téléphone vibre. Un message de Léa. 6e séance de thérapie aujourd'hui. Difficile mais libérateur. Maman a accepté de consulter aussi. Enfin, tes photos du Figaro sont magnifiques. Je suis fière de toi. Marie sourit. Le Figaro Magazine a publié un reportage sur son travail la semaine dernière. Quand la photographie soigne les blessures. Sa série, De l'ombre à la lumière, touche un public national. Elle vérifie ses commandes du jour. 3 portraits de femmes en reconstruction, 2 mariages, une expo collective à Paris en préparation. Sa passion est devenue son métier. Qui aurait imaginé que la fille, qui ressemblait à un chiffon, deviendrait photographe professionnelle ? Dans son atelier improvisé, elle développe ses derniers clichés argentiques. L'odeur des révélateurs la grise toujours autant. Chaque image qui apparaît dans le bain reste un miracle. Aujourd'hui, elle prépare quelque chose de spécial. Une exposition personnelle à la Galerie du Temps, en novembre. Titre : Métamorphose. 24 photos qui racontent sa transformation et celle de dizaines de femmes rencontrées. Son téléphone sonne. Numéro lyonnais inconnu. Allô Marie ? Une voix qu'elle reconnaît immédiatement. Sa mère, Sylvie. Son cœur s'emballe malgré elle. 8 mois sans se parler. Maman ? J'ai vu tes photos dans le journal. C'est très beau. Marie entend quelque chose de nouveau dans cette voix. De l'humilité. Pas de reproche, pas de chantage. Juste une reconnaissance timide. Merci, répond-elle prudemment. Ma thérapeute dit que j'ai eu des comportements toxiques avec toi. Je commence à comprendre. Ces mots que Marie attendait depuis toujours. Mais étrangement, ils ne lui procurent plus la joie espérée. Elle a trop changé. C'est bien que tu le reconnaisses, maman. Est-ce qu'on pourrait se voir ? Pas pour que tu reviennes. Je sais que c'est fini. Juste pour que je puisse te demander pardon. En face. Marie réfléchit longuement. Elle n'a plus peur de sa mère. Cette femme ne peut plus la détruire. D'accord. Mais à Montpellier. Sur mon territoire. J'accepte. 2 semaines plus tard, elle se retrouve dans un café près de la gare. Sylvie a vieilli, maigri. Elle semble fragile, presque effacée. Tu es resplendissante, dit-elle en découvrant Marie. C'est vrai. Marie rayonne de confiance. Ses cheveux brillent. Sa peau est hâlée par le soleil méditerranéen. Ses vêtements simples mais élégants révèlent son goût affirmé. J'ai trouvé ma voie, répond-elle simplement. Elle parle 2 heures. Sylvie explique sa propre enfance difficile, ses blessures non soignées, sa reproduction inconsciente de schémas destructeurs. Elle ne se cherche pas d'excuses, juste des explications. Je t'ai volé 25 ans de confiance en toi, conclut-elle les larmes aux yeux. Je ne peux pas les réparer, mais je peux au moins reconnaître mes torts. Marie sort de son sac la boîte de tissu que Léa lui avait rendue. Elle l'ouvre devant sa mère. Tu te souviens de ça ? Sylvie découvre les fragments, bouleversée. Tes vêtements, ce soir horrible. J'ai gardé ça pour me souvenir d'où je viens. Ces morceaux ont fait de moi une artiste. Ma douleur est devenue ma force. Elle referme la boîte et la tend à sa mère. Garde-les, pour te rappeler qu'on peut transformer le mal qu'on a fait, si on a le courage de regarder la vérité. Sylvie prend la boîte en tremblant. Tu me pardonnes ? Je te libère, répond Marie. Et je me libère aussi. Elles se séparent sans s'embrasser, mais avec respect mutuel.
2 femmes qui ont enfin arrêté de se détruire. Le soir, Marie monte sur sa terrasse pour photographier le coucher de soleil montpelliérain. La lumière dorée caresse les toits de tuiles, transformant la ville en tableau impressionniste. Elle sort de sa poche le morceau de tissu original, celui qu'elle a gardé. Après toutes ces épreuves, il a pris une patine précieuse. Ses fibres usées racontent une histoire de renaissance. Elle le photographie une dernière fois, non plus comme symbole de sa chute, mais comme preuve de sa résurrection. Puis elle le place délicatement dans un cadre, à côté de sa première photo vendue. Son téléphone affiche un message de Sabine. « Marie, votre témoignage a inspiré 12 nouvelles femmes à rejoindre l'association cette semaine. Vous changez des vies. » Marie sourit en contemplant Montpellier qui s'endort. Dans sa poche, plus de tissu froissé. Juste ses clés, son appareil photo et un avenir infini. Elle ne ressemble plus à un chiffon. Elle ressemble enfin à elle-même. Libre, talentueuse, aimée. Une femme qui a transformé ses blessures en beauté, ses larmes en lumière. La métamorphose est achevée. L'envol peut commencer. La galerie Nouvelle Vague à Paris bourdonne d'activité. Une foule élégante contemple les photographies accrochées au mur blanc immaculé. Au centre, une pancarte dorée. Marie Dubois, rétrospective, métamorphose, 2019-2029. Marie, 30 ans maintenant, rayonne dans sa robe noire simple mais élégante. Ses cheveux châtains encadrent un visage apaisé, confiant. Elle guide les visiteurs devant ses œuvres, avec cette assurance tranquille qu'elle a conquise. Cette série a changé ma vision de la photographie, confie un critique d'art à son collègue. Elle transforme la douleur en beauté pure. Au fond de la galerie, une vitrine spéciale attire tous les regards. À l'intérieur, un morceau de tissu délicatement éclairé, accompagné d'un cartel « Chiffon originel, 2024, don de l'artiste ». Léa s'approche, émue. À 28 ans, elle a retrouvé sa joie de vivre. Psychologue aujourd'hui, elle aide d'autres familles à sortir de leur schéma toxique. « Tu te rends compte ?» murmure-t-elle à Marie. Ce bout de tissu a inspiré des milliers de femmes. 43 000 abonnés sur son compte Instagram, précise Sabine en les rejoignant. Ses posts de motivation font le tour du monde. Marie sourit. Son livre, De chiffon à lumière, trône en vitrine de toutes les librairies. Les droits d'adaptation cinématographique viennent d'être vendus. Une fondation porte son nom, aidant les femmes en reconstruction. Dans un coin discret, Sylvie observe sa fille avec fierté, mélangée de mélancolie. Leur relation reste mesurée mais respectueuse. La thérapie familiale continue, lentement mais sûrement. Madame Martin, 83 ans maintenant, s'approche avec son déambulateur. « Ma petite Marie, je suis si fière. Qui aurait cru que ma locataire deviendrait célèbre ?» L'émotion étreint Marie. Cette femme l'a sauvée quand elle n'était rien. « Sans vous, rien n'aurait été possible », chuchote-t-elle en l'embrassant. À 22h, la galerie se vide progressivement. Marie reste seule face à sa première photo exposée. Ses mains abîmées par le ménage, tirées 5 ans plus tôt. Aujourd'hui, ces mêmes mains créent de la beauté, écrivent des livres, caressent des visages en détresse lors de ses ateliers thérapeutiques. Son téléphone vibre. Message d'une inconnue. Madame Dubois, j'ai 19 ans. Ma famille me détruit. Vos photos m'ont donné le courage de partir. Merci de montrer que c'est possible. Marie sourit dans la pénombre de la galerie. Son histoire continue de sauver d'autres femmes. La boucle est bouclée. Elle éteint les lumières et sort dans la nuit parisienne. Demain, elle rentre à Montpellier, retrouver son atelier, ses amis, sa vie choisie. Dans sa poche, plus de tissu froissé. Juste les clés de son appartement, son appareil photo vintage et un cœur enfin en paix. Marie Dubois ne ressemble plus à un chiffon depuis longtemps. Elle ressemble à ce qu'elle a toujours été au fond d'elle. Une artiste libre, une femme forte, une âme lumineuse. La petite fille humiliée de Lyon est devenue une inspiration internationale. La métamorphose était parfaite. L'envol, éternel. But I really like it. Yeah? Okay, I'll watch it sometime. Lucy, one of my all-time favorite Love Island people is Lucy
from, I want to say UK season 5. She's a surfer. I really love her. And I always really related to her a lot. My actual one is Chloe. That is a good name. Life is Strange A. Everyone spells it as Cole. That literally is how you spell cool. I love Life is Strange. I've never played it, but I know there is a Chloe in it because my best friend, or my old best friend, used to play it a lot. Wait 1 second, my phone is like blowing up. Let me make sure nobody is dying. Real quick. My bestie IRL is Chloe. I'd love the name Chloe. Chloe is such a good name. Chloe is a really good name. I also like that there's so many different ways to spell Chloe. Like there's so many options. Like there's like Khloe Kardashian Chloe, and then there's, I can't think of literally any other ways, but I know that there's a lot. Whoa! What? Hello? Oh, Ronnie? I'm sorry, Ronnie was horrible. I did not like Ronnie. I don't know how people say Chloe, then proceeded to say as... Did they really say Cole? That looks like Cole. Can we appreciate for a second how long we've been mining and haven't died? He went on All Stars and the drama was so good. Because that guy literally cannot focus for 3 seconds. Like, yeah, I imagine the drama was good because he's just walking drama. He just never stops. Like, his eyes never stopped wandering for 1 second. It was so insane. I was like, can you just chill out? Ronnie? Yeah, I did not like Ronnie. Do you remember Lucy? I really liked Lucy. I forgot about my goat, Tommy Fury. Oh my gosh, Thane. I'm so excited to find another Love Island person. I love Love Island. Tommy Fury and what was his girl's name? Bella. It was like Bella May. No, Bella May. Molly May. Season 10 with Molly was probably one of the first I watched, and when Casa happened, no, I need everyone to understand. I don't know if anyone else know what we're talking about, but, oh no, I know they split, but when Tommy, or when Molly came back from Casa, and Tommy was holding, Ellie Belly, I cried. I literally cried. I was like, that is the most romantic thing I've ever seen. I do know that they split, but that part made me sob. It was so sweet. I was like, oh my gosh, love is real, but then they broke up, so I guess it isn't. I'm just kidding. But I loved them. They were so cute. There are glow squids just falling down this and dying. No, you can talk about season 10. I'm literally almost done with it. I honestly, personally don't care about spoilers, like, at all. Personally, I don't like getting surprised by things, so I'm fine with spoilers. Oh, I'm on season 11. Sorry. Yeah, you can talk about 11. A new hand has touched the beacon. The figure I ordered for my boyfriend is arriving after months. What figure did you get? Hey, why did a horde just come out of there? Oh my god. Run away. A new hand has... I could literally, when you put that, Satch, I could literally hear the voice in my head.